Bonsoir à tous. Une nouvelle centrale électrique de 120 MW sera mise en service sur le site de Maria-Glétan en 2019. C'est en tout cas la promesse que fait le gouvernement. Sur le terrain, les travaux sont avancés. La construction de cette centrale vient s'ajouter aux multiples actions du gouvernement de Patrice Talon depuis le 6 avril 2016. Objectif affiché, assurer l'autonomie énergétique au Bénin. 2 ans après, que peut-on retenir dans ce secteur, le secteur de l'énergie? C'est ce que nous tenterons de comprendre ce soir. L'émission Le Bénin en chantier reçoit un invité, le ministre de l'Énergie, Dr Jean-Claude Oussou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, monsieur le ministre, qui est devenu le musée que vous avez déclaré avoir vu alors que vous visitiez les groupes électrogènes. C'était au lendemain de votre prise de service. Le délestage est-il entièrement repoussé des frontières de notre pays? Et que retenir, monsieur le ministre, des réformes à la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, avec la gestion déléguée annoncée de cette société? Les téléspectateurs et puis les auditeurs sont impatients de vous entendre, monsieur le ministre. Et pour vous entretenir, je suis avec mon confrère Henri Ndasekou de la Radio Nationale. Henri Ndasekou, bonsoir. Landry, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. 2 ans déjà que vous êtes aux affaires, à la tête du ministère en charge de l'énergie. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous quel est l'état des lieux dans lequel vous avez trouvé ce secteur quand vous êtes arrivé. Bonsoir. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet qui est très important pour le pays. Sujet pour lequel le président de la République a accordé une priorité, je dirais même prioritaire. J'en ai pour preuve, sur les 45 projets phares que constitue le plan d'action du gouvernement, vous devez noter que 10% sont réservés au secteur de l'énergie. Il n'est aucun doute que c'est un socle du développement de notre pays, de notre économie et de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et cela, le président de la République l'a noté très tôt et a insisté pour qu'on lui accorde toute la priorité nécessaire. Évidemment, quand on est arrivé aux affaires, je me rappelle, le 6, c'était l'investiture, le 7, la première réunion du gouvernement. 2 jours plus tard, le 9 avril, j'étais sur le terrain pour constater, voir quel est l'état des lieux. Parce qu'avant d'entreprendre toute action, toute projection, il faut déjà se rendre compte effectivement de la réalité. C'est ce que j'ai fait le 9 avril. Et je peux vous dire quelle a été ma déception par rapport à ce que j'avais trouvé sur le terrain. Qui dépassait, je dirais, mon entendement par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma carrière, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu voir. Et j'ai trouvé que la souffrance de nos concitoyens était indescriptible par rapport au secteur de l'énergie. Juste un exemple. Du bureau du ministre de l'Énergie, j'avais 10 coupures par jour. Aujourd'hui, quand on me pose la même question, je dis je ne sais même plus quand est-ce qu'il y a eu la dernière coupure. Mais on reviendra sur tous ces éléments après. D'accord. Henri, dans ce que vous demandez de faire un peu l'état des lieux, alors quels sont les constats que vous avez également fait au-delà de ces groupes électrogènes que vous avez pu visiter sur le terrain? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous ont intrigué? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez en colère quand vous étiez rendu sur le terrain, monsieur le ministre. Vous savez, quand les journalistes m'ont demandé, monsieur le ministre, quel est votre sentiment par rapport à ce que vous venez de voir, sans préméditation, je vous assure, c'était sorti naturellement l'expression « je suis en colère ». Je suis en colère parce que, maintenant je peux dire j'étais en colère, parce que j'ai vu que, il y avait un délestage permanent. 2, il y avait une production d'eau à l'époque où j'étais ministre également de l'eau et des mines. Il y avait, du fait de la pénurie d'électricité, on n'avait pas suffisamment d'énergie pour produire l'eau. Ce qui faisait que quand il y a coupure d'électricité, il y a aussi coupure d'eau. Je disais, ça fait double peine pour nos concitoyens. Il y avait même un indicateur simple, hein, c'était les seaux d'eau dans les douches qu'on devait remplir et utiliser régulièrement. C'est terre à terre.
Aujourd'hui, j'aimerais que ceux qui ont fait ça pendant ces 2 ans disent aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. En tout cas, je l'avais fait quand je suis arrivé. Aujourd'hui, j'ai toujours le seau rempli, mais je ne l'utilise plus. Mais je change de temps en temps. Ça, c'est un indicateur clé. Ce qu'il faut noter, troisièmement, c'est que j'ai aussi visité des agences clientèle. Et là, j'ai trouvé, en fait, une situation délirante, c'est-à-dire des gens qui sont des clients, qui viennent payer, amener de l'argent à la société d'énergie électrique et qui doivent faire des heures de queue et pour se voir après, à la fin, se dire ben, c'est l'heure, revenez demain. C'est une institution, je veux parler de la SBE, qui est EPIC, entité donc publique, à vocation industrielle et commerciale. Tout de suite, j'ai vu que le C du commercial n'existait pas ou qu'il fallait la rénover. Et ça fait partie des éléments qui nous ont amenés rapidement, avec l'accord du gouvernement, à mettre en place, je dirais, une équipe chargée de faire rapidement, au mois d'avril, rapidement des propositions d'action à court, moyen, long terme. Ce que j'ai vu également, c'est qu'il y avait des centrales, des groupes qui étaient à l'arrêt depuis des années et pour certains, depuis plus de 5 ans. Et c'est ça ce qui m'a poussé à dire que je voulais visiter, je pensais visiter des centrales, mais j'ai visité des musées. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on avait dans ce pays la location de 80 mégawatts en ce qu'on appelle T-Corpé, c'est-à-dire un type de contrat qui existe dans le monde, qui dit que même si je n'utilise pas, je paye pour cause de mobilisation de l'investisseur ou de l'opérateur. Mais ce qui a été constaté et qui fait mal au cœur, c'est que ces installations ne pouvaient pas démarrer s'il n'y avait pas une source externe d'énergie pour alimenter les auxiliaires de ces moteurs. Ce qui m'a amené 2-3 fois de suite, en plein délestage, à appeler mon collègue, que je remercie au passage, togolais, pour lui demander est-ce que pendant 5-10 minutes, tu ne peux pas m'envoyer un peu d'énergie au Bénin pour que je démarre mes groupes. C'était à ça qu'on était amené. Ce qui m'a d'ailleurs amené très rapidement à convoquer l'entreprise qui avait installé ces groupes pour leur dire mes 4 vérités par rapport à cette situation qui est inédite, en tout cas par rapport à ce que j'ai connu ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions qui ne sont pas compliquées à mettre en place, qui n'étaient pas, du fait peut-être de manque d'exigence en face ou d'autres choses que je ne sais pas. Mais enfin, je leur avais donné 4 semaines. 4 semaines pour faire en sorte qu'on revienne dans une situation que je juge normale. Mais je vous assure qu'au bout de 3 semaines, c'était terminé. Monsieur le ministre, nous allons revenir tout à l'heure aux différentes actions que vous avez menées, notamment les actions urgentes. Mais les constats que vous avez faits, est-ce que finalement ce n'est pas classique? Nous l'avons peut-être aussi entendu lors des régimes précédents. Et ça dit que quand chaque fois un régime s'installe, vous allez entendre les mêmes choses. Et ça dit, monsieur le ministre, que rien n'a été fait depuis que le Bénin est indépendant. C'est le sentiment que vous avez? Je ne sais pas ce que les autres régimes ont dit. Ouais. Puisque je n'étais pas là, vous savez pourquoi. Les autres régimes, on a entendu, c'est du jamais vu, oui, c'est la première fois que nous faisons. Ça se répétait. Ouais. Ce que j'ai constaté, ce que ce gouvernement a constaté, c'est un état de délabrement complet. Un échec patent en matière d'énergie électrique dans notre pays. Et quand on est dans une situation comme ça, vous ne pouvez pas compter sur un développement économique, parce que c'est le socle, l'énergie c'est le socle du développement économique. Vous ne pouvez pas compter sur une amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. J'avais même eu des exemples des gens qui disaient « mais en fait, on a acheté un frigo, mais on ne peut plus l'utiliser parce qu'on a peur que nos aliments qu'on va mettre dedans ne pourrissent, parce qu'il n'y a pas de garantie d'énergie. » J'ai rencontré des miniers à l'époque qui m'ont dit « mais nous, on est prêts à venir révéler le Bénin à travers ces ressources minières. Mais garantissez-nous de l'énergie et nous, on fera le reste. » Quels que soient des investisseurs dans le domaine industriel ou autre, il y a d'abord l'énergie qui est prioritaire. C'est cette vision importante que le chef de l'État a eue
pour accorder cette priorité à ce secteur pour qu'elle puisse bénéficier de plus de 4 actions, projets phares sur les 45. Alors, vous disiez, est-ce que tous les autres n'ont pas fait pareil? Je ne sais pas ce que les autres ont fait. Ce dont je suis sûr, c'est que ce nouveau régime est arrivé et a vu une situation catastrophique et pour laquelle il fallait très rapidement, je dis bien très rapidement, comme l'a dit le chef de l'État, tout faire pour qu'elle s'améliore, cette situation. Avec, comme je vous disais tout à l'heure, la mise en place d'une équipe qui est chargée, même de nuit, je me souviens bien, de travailler pour nous sortir très rapidement des actions court, moyen, long terme. Et je reviens sur l'action court terme. Justement. Ça peut faire sourire, mais c'était l'état dans lequel on était arrivé. Le chef de l'État a demandé que pour la fête de fin d'année, je veux que mes concitoyens fêtent avec la lumière. Donc fin décembre 2016. Fin décembre 2016. Fin décembre 2016. Je dirais bras-le-bas de combat par rapport à cet objectif donné par le chef de l'État pour mobiliser comme jamais on a pu faire auparavant. Je dis bien jamais. De mémoire de Béninois. On a mobilisé en l'espace de 6 mois, en moins de 6 mois, 150 mégawatts dans notre pays. Nous avons travaillé de jour et de nuit pour atteindre cet objectif. Je vous donne 2 exemples simples. Nous avons mobilisé pour déjà la signature des contrats, des compétences au-delà même de nos frontières pour qu'on nous apporte ce qu'il faut pour que ça se fasse vraiment dans de très bonnes conditions et favorablement pour notre pays. C'est une exigence du président de la République. Deuxièmement, la mobilisation de ces 150 mégawatts, je peux vous dire qu'à Maria-Gleta, où on a installé ces centrales en location aujourd'hui, c'était dans une brousse. Et en l'espace de quelques semaines, on a transformé cet endroit, y compris des routes qui ont été faites spécialement pour transporter des convois de plusieurs centaines de tonnes et qui ne pouvaient se déplacer qu'à raison de 3, 4, 5 km de l'heure et de nuit. Ce qui nous a fait travailler pour les convoyages entre 1h et 5h du matin. Pendant plusieurs jours. Mais les gens ne se rendent pas compte de cette mobilisation du gouvernement pour faire en sorte que le simple fait de dire objectif lumière fin d'année pour nos populations s'est traduit par un travail énorme, une mobilisation sans égale. Et je remercie au passage toutes mes équipes qui ont contribué à ça et le leadership du président de la République qui a fait en sorte, et il a été en première ligne pour qu'on atteigne cet objectif court terme, qui ne nous a pas empêché de commencer à travailler sur le moyen long terme, mais on y reviendra si vous le souhaitez bien. D'accord. Monsieur le ministre, si vous le permettez, nous allons donc faire un tour à la régie pour suivre cet élément témoin. Je le rappelais dans mon introduction, vous étiez donc sur le terrain pour certains constats. Nous allons donc faire un tour à la régie et puis on reviendra pour parler de la situation actuelle au Bénin en matière de l'énergie. Là, je suis en colère. Sans embâche, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines exprime son mécontentement. Les infrastructures de production et de traitement d'eau de Vedoko à Cotonou et Godomé à Calavi ne sont pas rassurantes à ses yeux. Je vois qu'on peut alimenter la population, mais il y a des risques de rupture d'approvisionnement à tout moment. On est en flux tendu. On n'a pas de réserve stratégique. S'il arrive un pépin ou une difficulté dans le fonctionnement actuel, on va délester ou on va couper la population. C'est pas ça qu'on nous a demandé. Justement, au niveau énergétique, la situation est plus alarmante. Ça fait 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, les groupes sont à l'arrêt. C'est normal qu'on ait du délestage. On continue. 4 groupes de la centrale thermique d'Akwakpa à Cotonou, d'une capacité de production de 28 MW, sont hors service, faute de maintenance. Il en est de même pour la sous-station de Porto Novo, où 4 groupes sur 6 sont à l'arrêt. Ce que j'ai noté, c'est que j'ai visité une centrale que j'appelle un musée. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Vous voyez, d'un côté, on dépense des milliards pour louer des groupes. Depuis combien de temps? Depuis juillet 2014. D'accord. Alors qu'il nous faut simplement 10 milliards pour réhabiliter une trentaine de mégawatts. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, si ça concerne le bien-être des Béninois.
Et je veux que tout le monde se mobilise là-dessus. Avec à son actif une lourde expérience dans les centrales nucléaires, thermiques et les photovoltaïques, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines dit être dans son élément. Des actions à court et à long terme sont donc prévues pour soulager les populations en matière d'eau potable et d'énergie. Voilà donc, monsieur le ministre, pour ce constat que vous avez donc cette visite que vous avez effectuée donc juste au lendemain de votre prise de service. Vous parlez avant que nous fassions donc un tour à la régie des actions à court terme. En tout cas, il y a eu certaines prouesses que beaucoup de Béninois saluent, notamment au sud ici. Nous avons constaté que la question du délestage a connu une certaine solution, plus de délestage comme par le passé. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce secteur, monsieur le ministre? Alors le constat, effectivement, un constat à la fois triste mais éloquent. Parce que l'état de délabrement que nous avons constaté était à la hauteur de notre étonnement. Et à la hauteur aussi de l'importance que le président de la République a accordée à la situation, en mettant donc le secteur de l'énergie en priorité. Je vous ai dit par rapport donc aux actions court terme, on a une mobilisation sans jamais égaler dans notre pays pour mettre en place très rapidement les 150 MW disponibles depuis fin décembre 2016. Le délestage, où vous voyez qu'il y a le mot lesté dedans, poids, on déleste, c'est un acte volontaire, le délestage. Quand l'offre est inférieure à la demande. Quand l'offre est inférieure à la demande, il y a déséquilibre du système électrique. Et ce déséquilibre, si on ne fait rien, va s'empirer et on va passer dans ce qu'on appelle le blackout. Il n'y aura plus l'énergie, le réseau, on va perdre le réseau. Et pour éviter la perte du réseau, volontairement, on déleste de charges électriques certaines zones qui sont alimentées pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre l'offre, ce qu'il y a de disponible, et ce qu'on alimente. Comme ça, ça protège le système électrique, le réseau électrique, jusqu'à ce qu'on retrouve plus de marge en termes d'offres pour pouvoir alimenter les autres. Donc cette situation peut plonger plusieurs quartiers, plusieurs villes même, dans le noir, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Cela a été d'ailleurs prononcé par le fait que nous avons découvert très tôt qu'il n'y avait pas une bonne gestion des stocks de combustible, c'est-à-dire le gasoil pour alimenter ces groupes électrogènes. J'avais ouvert grand les yeux quand j'ai vu, dans le point que j'avais demandé sur l'état de stock de combustible sur l'ensemble du territoire, de m'apercevoir, par exemple, à Parakou, il y avait 0 litre, à Védoko, il y avait 0 litre, alors que le combustible, on sait que c'est l'élément important pour le fonctionnement d'un moteur. Et ça n'émouvait personne. C'était la situation dans laquelle on avait. Et qui, en fait, nous amenait des fois à des délestages que j'appelle des délestages crétins. Donc, ce délestage déséquilibre, donc on déleste volontairement. Aujourd'hui, compte tenu de la mobilisation jamais égalée du gouvernement, on a aujourd'hui à disposition l'équivalent donc de 180 MW qui sont disponibles pour alimenter nos concitoyens. Mais en plus de ça, quelque chose qui a été fait rapidement sur décision du gouvernement, c'est de demander une dérogation au code bénino-togolais. On ne peut pas être en souffrance dans notre pays et ne pas demander une souplesse à un cadre réglementaire auquel nous avons adhéré. Ce qui nous arrive peut arriver aussi à l'autre partenaire. Donc le gouvernement a demandé une dérogation au code bénino-togolais pour qu'on puisse aller diversifier nos fournisseurs, avoir plus de chances d'alimentation, puisque structurellement, nous sommes déficitaires en production énergétique, puisque plus de 85%, voire 90% de notre énergie vient de l'étranger. Donc faire en sorte qu'il y ait une diversification. Ce qu'on a obtenu en juin 2016, c'est-à-dire moins de 3 mois après l'avènement de ce gouvernement, et qui nous a permis d'aller chercher des fournisseurs étrangers. Et depuis le 1er février 2017, on a un fournisseur, Paras Énergie pour ne pas le noter, qui fournit 60 MW supplémentaires au Bénin tous les jours. Donc toutes ces actions
court terme était vraiment pour faire en sorte que le délestage soit conjugué au passé. Je répète par rapport à la définition que j'ai donnée tout à l'heure du délestage, qui est la définition, le délestage est derrière nous. Le délestage, comme vous avez compris, peut entraîner des coupures, parce que volontairement, on a coupé des zones, mais des coupures peuvent ne pas avoir comme origine du délestage. Je dis bien qu'il y a 1001 façons d'avoir des coupures, un disjoncteur qui est en panne, ou un camion qui rentre dans un pylône, ou en affouillant dans le cadre des travaux, on peut nous couper des lignes souterraines. Tout ça peut être à l'origine donc de coupures, mais qui ne sont pas forcément des délestages. Et ce que j'ai demandé à la SB2E, c'est quand il y a des situations de coupures de tel type, ils doivent se mobiliser pour réduire le plus possible le temps de privation de l'énergie à nos concitoyens. Donc, je vous répète, en moins de 6 mois, des 2 ans, le gouvernement a éradiqué définitivement la question du délestage au passé. Monsieur le ministre, vous l'avez dit vous-même, vous êtes venu trouver une situation lamentable. Vous l'avez dit vous-même, il n'y avait pas de réaction. Ceux qui nous écoutent depuis quelques minutes ont envie de vous demander, le ministère de l'Énergie, la SB2E, c'est beaucoup de cadres, c'est beaucoup d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'époque où vous êtes allé constater ça? Et deuxièmement, pour que le gouvernement puisse démarrer au quart de tour pour résorber tout ça, on a dû débourser combien? Par rapport à votre première question, que voulez-vous que les cadres me disent par rapport à l'état de délabrement que le gouvernement a constaté? Ils sont tenus d'être sincères envers vous et de vous dire ce qui se passait, monsieur le ministre. Je suis persuadé que ça ne s'est pas passé en une nuit ou en un jour. Ça doit être un processus de moyen long terme qui a conduit là. Vous savez, j'ai le souvenir en 96. En 96, j'étais le responsable de développement des compétences des opérateurs qui pilotent des réacteurs nucléaires à la centrale nucléaire de Tricastin. Et j'ai reçu l'information, je vous dis 96, j'ai reçu l'information que le Bénin était en délestage chronique. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Vous savez, je suis parti en 80 du Bénin. Et je suis rentré grâce au président Patrice Talon le 4 avril 2016. J'ai pris mon téléphone tout de suite. Ça faisait 16 ans que je suis parti. Quand j'ai entendu ça, ça m'a tellement touché. J'ai appelé le directeur Afrique d'EDF à l'époque. Disant, voilà ce qui se passe dans mon pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, c'est bien fait pour eux. C'est-à-dire? Pourquoi? Il m'a dit, c'est bien fait pour eux. Un autre coup de poignard. En plus de la nouvelle que je viens d'apprendre, il m'a dit, c'est bien fait pour eux. Je dis, mais comment ça? Je ne vous connais pas de vis-à-vis. J'ai pris les coordonnées du directeur Afrique, je vous ai appelé, je vous ai dit ce qui se passait au Bénin. Et il m'a dit, non, M. Oussou, ce n'est pas pour vous que je dis ça. Je dis, c'est bien fait pour eux parce que ce qui leur arrive là, ça fait plus de 10 ans qu'on leur avait prédit ça. Et qu'on leur avait dit, voilà ce qu'il fallait faire. Et que rien n'a été fait. Parlant des cadres ou des politiques? Ou bien du pays, on parle du Bénin. Oui. Oui. Après, au niveau des responsabilités, ce n'est pas à moi de dire qui avait la responsabilité de quoi, parce que je n'y étais pas. Donc, voilà un exemple de quelle image de ce qui a pu se passer, mais ce n'est pas en une mandature, etc. Ça doit être un processus qui a été suivi tout le long et qui a terminé dans le constat qu'on a eu la première semaine donc, de l'arrivée de ce gouvernement. Mais ce qui montre que l'action voulue par le chef de l'État aujourd'hui, dans ce secteur notamment, c'est d'avoir une vision de là où on veut aller, de donner de la visibilité à nos concitoyens par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a un travail avec méthode, avec discernement. Il y a des choses qui doivent prendre des temps, par exemple les études, etc. Il y a des portions de temps qui sont incompressibles. Donc il faut faire les choses de manière durable et efficace. C'est à ça que le gouvernement s'est employé jusque-là pour qu'en moins de 2 ans, qu'on ait les améliorations que vous pouvez constater
et que, je ne sais pas, c'est celui qui ne veut pas voir la réalité en face qui peut dire le contraire aujourd'hui. Oui, Henri, dans ce que vous demandez tout à l'heure, cela nous a coûté combien ces améliorations, ces mesures urgentes que vous avez prises à votre arrivée? Le Bénin a dû débourser combien, monsieur le ministre? Moi, votre question m'interroge en fait sur quel est le prix du niveau de souffrance de nos concitoyens face à cette situation. Ça a un prix? Le Béninois veut toujours savoir... Non, il faut savoir relativiser. Il faut savoir relativiser. Parce que l'impact sur l'économie du pays, sur le bien-être de nos concitoyens était sans égal, dans le sens négatif du terme, par rapport à ce qu'on a vu en arrivant. Ce que je veux dire, c'est cette priorité accordée au secteur de l'énergie, voulue par le président de la République, nous a permis de dédier près de 761 milliards à ce secteur sur l'ensemble du quinquennat. C'est beaucoup d'argent. Et c'est une volonté sans égale, voulue pour ce secteur, pour une seule raison. Faire en sorte que nous ne courions plus après la demande, mais que nous ayons une vision avec une visibilité donnée à nos concitoyens pour que l'électricité, désormais dans ce pays, soit disponible en quantité, en qualité et à l'heure. Je dis bien à l'heure, c'est-à-dire quand on en a besoin. Et en 2 ans, nous avons fait des choses formidables. Ce gouvernement a travaillé sans égale mesure. Et les étrangers nous le disent. Je prends les indicateurs Doing Business que vous connaissez, qui est mondialement connu. Nous a fait, en moins d'1 an, grimper de 4 à 5 points en matière d'énergie électrique dans notre pays et plus de 10 points en matière du climat des affaires. Qui dit mieux? Un autre exemple. J'ai reçu une invitation de la Banque mondiale il y a une dizaine de jours, lors donc de leur réunion de printemps à Washington, pour venir témoigner de la dynamique qu'ils ont constatée en matière d'énergie électrique au Bénin. Qui dit mieux? Ce gouvernement travaille sur tas de sujets, mais le caractère prioritaire accordé à l'énergie est sans commune mesure et aujourd'hui les résultats sont là et on doit les poursuivre parce que l'état dans lequel on a trouvé le pays en matière énergétique mérite plusieurs années de travail et je reviendrai sur les différentes initiatives qui sont toujours en cours pour faire en sorte que dans les années à venir, qu'on efface définitivement les difficultés rencontrées par Monsieur le ministre, qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que la relation en matière de coûts et de prestations, c'est rentable? Ce que nous dépensons en matière de combustible, par exemple, pour avoir de l'énergie disponible, pour lutter contre le délaissage, est-ce que le Bénin y gagne bien? Nous dépensons plus qu'il ne faut que qu'on obtienne, qu'on ait de l'énergie à disposition. L'efficience sur ce point, qu'est-ce que vous dites? L'efficience sur ce point, on doit l'atteindre parce qu'on est parti de très loin. Et partir de très loin mérite, dans un premier temps, des actions vigoureuses qui nécessitent d'investir suffisamment d'argent. Et une fois la situation s'améliore, on va intensifier cette amélioration pour faire en sorte qu'on puisse mieux optimiser pour que cette efficacité soit visible dans chaque foyer, chez chaque industriel, non seulement plus en termes de disponibilité, mais en termes de qualité de cette disponibilité. Mais tout ça a un coût, comme vous le dites. Si je prends la réhabilitation des moteurs, qui constitue également des actions court terme que le gouvernement a lancées dès son arrivée au mois d'avril 2016. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'actions court terme que je cite. Cette réhabilitation va nous coûter, ou a coûté entre 8 et 10 milliards. Mais pour 30 mégawatts, qui sont en fait la propriété du Bénin. Ce n'est pas une location. Ça, c'est Porto Novo, c'est Porto Novo, Paracou, Nati Tengu. Vous avez 10 mégawatts à Porto Novo, 12 mégawatts à Paracou et 8 mégawatts à Nati Tengu. Au moment où je vous parle, sur ces 30 mégawatts, il y a 20 mégawatts qui sont déjà opérationnels. 8 à Porto Novo, 6 à Paracou et 6 à Nati Tengu. Donc, voilà un exemple de coût. Et évidemment, les locations ont un coût,
un coût supérieur à ce qu'on devait avoir comme coût quand on a des installations de production nous-mêmes ou même quand on importe. Mais il faut savoir que la location n'est qu'une action temporaire et que dès maintenant, comme je vous parlais de la vision qu'a ce gouvernement, notamment pour ce secteur, pour donner également de la visibilité, nous savons exactement le plan de démobilisation de ces groupes qu'on a loués, puisque c'est du court terme. Mais il faut que notre autonomie en matière de production augmente d'abord. Heureusement qu'il y a des gens, il y a des pilotes dans l'avion, ou il y a un pilote dans l'avion, d'abord le chef de l'État, qui suit ça de très très près et qui n'autoriserait même pas qu'on démobilise alors qu'on a des risques de délestage. Je veux dire que la vision du gouvernement aujourd'hui est claire en matière énergétique. Et ça peut faire rire. J'ai le sentiment d'être un ministre de l'énergie heureux, pour plusieurs raisons. Entre-temps, on vous a soulagé de deux secteurs, l'eau et les mines. Parce que le chef de l'État a montré encore plus que jamais la nécessité de rendre robuste ce secteur qui est à la fois stratégique pour notre pays, mais éminemment pourvoyeur d'amélioration du bien-être. Je disais, et vous m'avez coupé la parole, vous êtes un ministre heureux, c'est ce que je suis un ministre heureux, ministre de l'énergie heureux, pour plusieurs raisons. Un, j'ai un patron qui affiche ce secteur dans les priorités des priorités, parce que c'est le socle du développement de son pays, de notre pays, qu'il veut de tous ses voeux ou de tout son cœur. Deuxièmement, au moment où je vous parle, c'est-à-dire en moins de 2 ans, nous savons exactement où on va en matière énergétique. Nous savons exactement comment on va y aller. Et nous savons exactement quand est-ce qu'on va y arriver. Allez chercher un peu, quelles sont un peu les prévisions, dans les pays et faites-moi un retour par rapport à cette sérénité que peut afficher un gouvernement dans le secteur aujourd'hui. Oui, vous avez longtemps évoqué la vision, monsieur le ministre, mais est-ce que vous pouvez mieux éclairer les téléspectateurs, les auditeurs? Vous attendez, le Bénin doit s'attendre à combien de mégawatts d'ici la fin du quinquennat? Combien nous avons en réserve en matière de production et quel est un peu le calendrier pour délaisser progressivement, comment dit-on, voilà, en matière de location, l'énergie dont on dispose ici au Bénin? L'ambition du gouvernement est énorme dans ce secteur. Oui. Mais quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Oui, en matière de chiffres, oui. Concrètement, vous savez, 4 projets phares du gouvernement pour l'énergie. Premièrement, augmenter les capacités en matière de production thermique. C'est ce qu'on est en train de faire. Dans un premier temps, court terme, on a mobilisé des moyens pour soulager les souffrances de nos concitoyens. Et en même temps, on a lancé des travaux pour des constructions de centrales. 3 panneaux. Le 22 septembre 2017, nous avons lancé la construction de la première centrale de 120 MW dual fuel, c'est-à-dire qui peut utiliser du gaz ou bien autre combustible. C'est historique dans notre pays. C'est la première fois qu'on a ce niveau d'infrastructure de dernière génération qui est en train de se construire à Maria-Gleta. J'y étais vendredi dernier puisque j'ai rappelé que tous les 2 mois, je serai sur le terrain pour voir l'évolution de ces travaux parce que 3 exigences que j'ai par rapport à ça, c'est premièrement la qualité de réalisation. Deuxièmement, c'est le respect des échéances, parce qu'on n'a pas de temps à perdre dans ce domaine. Et 3, c'est que ce qu'on appelle le contenu local puisse être à l'avantage de mes concitoyens. C'est-à-dire qu'à travers ce type de projet, qu'on puisse utiliser des entreprises locales, qu'on puisse donner du travail aux jeunes, qu'on puisse transférer des compétences aux locaux. Ces éléments sont des éléments sur lesquels je suis intransigeant et que je répète assez. La dernière fois, les constats que j'ai vus sur le terrain me rassurent que ça a été pris en compte. Donc ça, c'est le premier point. Il y en a 4 projets phares. Augmenter la capacité, il y aura une deuxième centrale 120 MW qui sera lancée d'ici le second semestre 2018
2018 pour être au rendez-vous également d'ici fin 2019. Ça veut dire fin 2019, on aura dans ce pays 2 fois 120 mégawatts. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. À côté de ça, 240, oui. À côté de ça, il y a un producteur privé qui va également installer une centrale de 20 mégawatts, toujours thermique, ce qui nous donne 260. Rajouté aux 30 mégawatts de réhabilitation, on est déjà à 300 mégawatts à peu près de centrales propres pour notre pays. Bien. À côté de ça, deuxième point, c'est les énergies renouvelables. Nous voulons avoir un mix énergétique responsable dans ce pays, qui tire profit de l'ensemble des possibilités de production d'énergie électrique. Je prends l'exemple du solaire. J'ai constaté une chose, c'est que nous sommes parmi les 122 pays au monde qui sont entre les tropiques du Capricorne et du Cancer. C'est les pays les plus ensoleillés du monde. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le gouvernement à adhérer à l'Alliance solaire internationale. Je reviendrai dessus. Et nous avons cette dotation, je dirais, naturelle en soleil. Et je vois qu'on a ce que j'appelle l'effet tournesol. C'est-à-dire, voilà cette plante très jolie qui, au cours de la journée, tourne dos au soleil. On a du soleil à foison et on lui tourne dos. Je crois que ça, c'est définitivement terminé, puisque l'engagement du gouvernement également dans les énergies renouvelables s'est traduit aujourd'hui par le fait que dans le tuyau, nous avons une centaine de mégawatts aujourd'hui qui vont être opérationnels d'ici fin 2019, début 2020. Avec d'énergie solaire. Et c'est aussi historique dans notre pays. C'est une première. Ce sera réalisé où? Avec 2 projets structurants que sont les 25 mégawatts financés par l'Agence française de développement et l'Union européenne, avec le projet Défisol qui sera installé du côté d'Onigbolo, sud-est du Bénin. Et puis de l'autre côté, avec le Millennium Challenge Account, le deuxième compact, pour 45 mégawatts, situés à 4 endroits du Bénin, c'est-à-dire Boycon, c'est-à-dire Parakou, c'est-à-dire Natitengu et Djougou, ou bien Djougou, Kandi, Parakou et Boycon. C'est 45. Donc, auquel on rajoute une trentaine de mégawatts avec de petits produits, ce que j'appelle entre guillemets petits producteurs qui verront par 5, par ici, etc., pour compléter ce volet, donc énergie solaire. À côté de ça, nous avons également des projets de biomasse, donc utiliser donc, les ressources naturelles pour voir ce qu'on peut en faire en termes d'énergie sans appauvrir donc, notre sol. Donc il faut avoir en tête de concilier ces 2 impératifs. Et puis, les énergies renouvelables, c'est aussi l'hydroélectricité. La décision du gouvernement, c'est que les grands projets hydroélectriques doivent avoir une vocation multifonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gérer l'eau pour produire de l'électricité ne suffira plus désormais. Parce que je veux parler de l'exemple de la centrale hydroélectrique qui appartient au Bénin et au Togo, qui est à Nangbeto. Ne suffira plus, gérer simplement de l'eau pour produire de l'électricité ne suffira plus, mais il faudra utiliser aussi cette eau pour de l'irrigation, parce que nous devons soutenir notre agriculture. Et donc, c'est des infrastructures qui peuvent permettre également d'aller dans ce sens, ou l'élevage, etc. On essaiera à quelle échéance, par exemple? L'irrigation à partir de Nangbeto, par exemple? Non, Nangbeto est un projet qui existe déjà, qui a été conçu que seulement pour l'hydroélectricité. C'est les nouveaux projets. Donc on ne va pas le reformater? Non, on ne va pas le reformater. Compte tenu de son âge, on va le reformater pour le rendre encore plus robuste pour continuer à produire de l'électricité, mais on ne va pas lui adosser l'irrigation. Mais tous les autres projets, que ce soit à Djarala, que ce soit Dogobis ou Vossa et Beterou, qui ont des potentiels énormes, hein. Dogobis et Vossa Beterou, c'est sur le fleuve Ouémé, avec une gestion donc, qui va nous permettre non seulement d'avoir de l'électricité, mais d'avoir de l'irrigation, mais aussi, ce qu'on oublie, de gérer les problèmes d'inondation dans le sud.
Parce que si on gère mieux en amont l'eau, ce sera en moins qui viendront inonder le sud. Donc, énergie renouvelable, vous voyez un panorama assez riche de ce que prévoit le gouvernement, de ce qu'il lance. Il y a 2 autres projets phares. Le troisième permet en fait de mieux utiliser l'énergie qu'on va avoir ou qu'on est en train d'avoir à foison. C'est l'efficacité énergétique. C'est le bien utiliser et bien optimiser cette énergie. Et le dernier, c'est la restructuration donc, de notre Société nationale d'énergie électrique. Vous avez tenté de décrire brièvement les actions menées depuis 2 ans, notamment présenter la vision à l'occasion justement de la célébration de l'an 2 de la prise de pouvoir de Patrice Talon. Il y a aussi un point qui a été fait du domaine de l'énergie depuis que vous êtes là, Monsieur le ministre. Nous allons également repartir à la régie pour suivre cet élément témoin et puis on revient après. Puisque le gouvernement a mis... Au lancement du programme d'action du gouvernement, des 45 projets phares, 4 sont consacrés au secteur de l'énergie. Face aux désagréments de tous ordres que rencontraient les populations au lendemain de l'investiture du président Patrice Talon, le gouvernement a très vite pris ses responsabilités. On a pu obtenir une dérogation du code bénino-togolais pour qu'on puisse avoir la possibilité de diversifier nos fournisseurs en énergie électrique, en plus de l'alimentation électrique de la communauté électrique du Bénin. Le Bénin est capable aujourd'hui d'aller chercher l'énergie où elle se trouve. Et grâce à l'effort du gouvernement, et je peux vous dire, grâce à l'effort du président, du chef de l'État, Patrice Talon, qui a donné des instructions pour dire, écoutez, allez chercher l'énergie, ne revenez plus. À côté d'un opérateur privé nigérien qui fournit en continu 60 MW, le Bénin a redonné vie à certaines de ses usines de transformation électrique. Cette mobilisation historique jamais vue a permis, en moins de 6 mois, d'installer l'équivalent de 150 MW aujourd'hui opérationnels dans notre pays. À côté de ça, le gouvernement a lancé la réhabilitation de 30 MW de différents groupes qui ont la capacité de fonctionner, mais qui étaient à l'arrêt depuis des années, on ne comprend pas pourquoi. Notamment à Porto Novo, à Parakou, à Natitengu. Tout ça est en route et normalement ces 30 MW en plus qui viennent des 150 MW permettront, d'ici à partir du mois de février, ils vont commencer à rentrer ces groupes-là petit à petit pour nous alimenter encore plus en énergie. Un ancien éléphant blanc a par ailleurs reçu un appui substantiel du gouvernement. Les expropriés de Maria Gleta ont été indemnisés pour sa reconstruction. Au nom du gouvernement, je voudrais rassurer les populations et leur dire que les ressources sont disponibles pour pouvoir les payer. Ici à Maria Gleta, nous avons installé 63 groupes électrogènes qui peuvent délivrer chacun 965 kW, donc environ une capacité de production de plus de 55 MW. La volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que notre pays soit un pays grand, qui voit loin, qui a de la méthode, du discernement et qui donne de la visibilité à ses concitoyens par rapport aux besoins énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on doit être capable de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de manière à pouvoir anticiper les investissements nécessaires pour, au moment venu du besoin, que les installations soient déjà là. À Oningbolo, dans le département du Plateau, le gouvernement a mis en place un projet de production d'énergie solaire de 25 MW. Le tournant remarquable des réformes du gouvernement dans le domaine de l'énergie est son appui par le deuxième compact du Millennium Challenge Account MCA pour plus de 250 milliards de francs CFA. MCA Bénin va accompagner l'effort du gouvernement à mettre en place un système d'électrification dans ces zones qui ne sont pas aujourd'hui touchées par le réseau électrique de la SB2E et qui peut-être ne l'espèrent pas dans 5 ans, dans 10 ans. L'engagement du gouvernement aux côtés de la SBE lui permet dans un premier temps de dépolitiser entièrement l'entreprise et de lui permettre aussi d'assurer de façon pérenne l'ensemble de ses responsabilités. Donc, il s'agit aujourd'hui pour chaque partie de s'engager sur l'ensemble de ces réformes-là et d'apporter donc sa contribution pour le succès
et pour le bien-être de l'entreprise. C'est alors qu'a été envisagé pour la SBEE une gestion déléguée et un contrat plan. Le contrat plan constitue le point de départ d'une nouvelle gouvernance de la SBEE. Et l'objectif du gouvernement étant de faire d'elle une entreprise modèle, une entreprise moderne, une entreprise bien gouvernée et bien gérée, une entreprise performante, financièrement viable, qui offre aux usagers des services de qualité. Il y a une planification sur 3 ans, donc on peut dire que dès cette année 2017, vous allez pouvoir sentir les améliorations sur tous ces axes. L'inquiétude gagne les rangs des agents de la SBEE qui ont au fait de penser à une privatisation. La gestion déléguée, qui est loin d'être une privatisation, est plutôt un accompagnement que le gouvernement met en place pour appuyer les cadres et les techniciens, les agents de la SBEE au plan managérial, au plan technique, au plan commercial, pour atteindre les résultats qui ont été fixés dans le contrat plan, pour que lorsque nous faisons la première évaluation en fin d'année, que la SBEE soit gagnante, que la SBEE puisse prouver à travers ses compétences qu'elle est capable d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Par la Banque mondiale, le secteur énergétique présente aujourd'hui un visage sécurisé grâce au projet Développement de l'accès à l'énergie moderne d'AEM. Nous sommes satisfaits parce que les activités qui sont prévues au projet sont réalisées à 90% au jour d'aujourd'hui et le taux de décaissement est environ de 80%. Cette modernisation aujourd'hui nous permet de garantir concrètement la qualité de l'énergie, sa fiabilisation et avec comme objectif principal, comme l'a rappelé le DG tout à l'heure, c'est la satisfaction des clients. Que ce soit les clients des ménages ou que ce soit des clients industriels. La détermination du gouvernement pour faire en sorte que ce secteur soit amélioré durablement n'est plus à prouver à travers des réalisations de ce type qui ne sont qu'une étape des nombreuses étapes à venir. Comme conséquence immédiate des réformes, aujourd'hui, le délestage n'est qu'un souvenir. Les délestages peuvent entraîner des coupures, mais des coupures ne sont pas forcément cause de délestage. Il peut y avoir 1001 façons d'avoir des coupures et ça, ce sont des événements qui sont malheureusement inhérents à toute situation de système électrique. Par ailleurs, la cité des Kobourou sera un pôle énergétique pour la sous-région. Nous allons vivre une vraie révolution dans le système électrique dans les années à venir. Dans le département des collines, les populations de Tialaogoï passent de l'obscurité à la lumière. Les populations de l'arrondissement de Tialaogoï vous remercient une fois encore et vous prient de rassurer le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, de notre ferme engagement à l'accompagner dans son programme d'action du gouvernement PAG. Plusieurs autres localités du Bénin ont été électrifiées. Lors de cette tournée, le ministre Donat Jean-Claude Oussou traduit parfaitement la volonté du chef de l'État, celle d'apporter la lumière à toutes les populations. Les réformes dans le secteur de l'énergie électrique ont apporté un changement radical dans le quotidien des Béninois en 2 ans. Grâce à la multiplicité des sources d'énergie et l'intensification de sa politique, le gouvernement atteindra certainement ses objectifs. Voilà, monsieur le ministre, pour cet élément qui fait donc le point des actions que vous avez menées à la tête de ce ministère depuis 2 ans. Vous avez une petite réaction, à faire avant qu'on passe donc au sujet de Maria Gleta, monsieur le ministre. Non, c'est qu'à travers ces images que nous venons de voir, qui n'est qu'une partie des nombreuses actions qui ont été réalisées et celles qui sont en cours pour faire en sorte que définitivement le secteur soit assaini et qu'on offre le meilleur aux Béninois. Parce que, comme le président Talon l'a dit, les Béninois méritent le meilleur. Donc c'est à ça qu'on continue de travailler, non seulement sur la production, comme vous l'avez vu, avec des centrales flambant neuves qui sont en train de sortir de terre et que nous aurons la chance d'inaugurer l'année prochaine pour certaines d'entre elles. Et puis, d'autre part, à travailler sur les réseaux
puisque nous avons un réseau électrique pour la plupart vétuste, dont certaines parties datent même des indépendances. L'heure est venue, à travers ce gouvernement, de faire vraiment un travail de fond, à la fois en termes de construction de nouveaux réseaux. D'ailleurs, actuellement, vous avez un réseau qui est en train de quitter Onigolo pour arriver à Parakou, de plus de 260 km, parce que, vous savez comment on alimentait le nord du Bénin jusque-là? L'énergie qui quitte le Nigeria, qui passe par Sakété, vient d'abord à Cotonou, et de Cotonou va alimenter Porto-Novo, alors que Porto-Novo est plus proche de Sakété que Cotonou, et de Cotonou, ça va au Togo, et du sud Togo, ça va aller vers le nord Kara, pour aller alimenter le nord Bénin. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a une difficulté sur tout ce tronçon, n'importe quel endroit, c'est le nord du Bénin qui est en difficulté. Ces difficultés-là, le gouvernement a décidé de les enrayer définitivement. Et donc, d'ici le mois de juin, nous allons avoir un réseau flambant neuf qui va quitter Onigolo pour arriver directement à Parakou et qui fera évidemment de Parakou un hub électrique pour la région nord et même voir, dans le cadre de l'interconnexion de la CEDEAO, d'aller même dans les pays limitrophes. Donc, le réseau, on est en train de travailler, mais aussi au niveau de la distribution, et on l'évoquera à travers la SBE et les différentes réformes, parce qu'en 2 ans, on n'a jamais autant fait de réformes dans le secteur de l'énergie. Nous pouvons revenir... Vos prédécesseurs aussi disent la même chose. Hein. Bon, nous allons quand même évoluer. Moi, j'ai des faits là pour vous présenter. Oui. Si vous pouvez me présenter aussi les faits des prédécesseurs, je serai ravi. D'accord, oui. Monsieur le ministre, vous étiez en colère le 9 avril 2016. Depuis lors, vous êtes content. Vous avez dit que vous êtes un ministre de l'énergie heureux. Il y a tout de même un point noir, notamment sur le site de Maria Gleta. On a dit comme ça 44 milliards de francs CFA du contribuable sont partis en fumée. Ceux qui nous suivent depuis quelques minutes ont bien envie de savoir, par rapport à vous, qu'est-ce qu'il est devenu ce dossier? D'ailleurs, d'abord une précision sur Maria Gleta. Maria Gleta, c'est d'abord et avant tout une localité. Tout à fait. Faut pas l'associer vraiment à un fiasco. Mais elle est devenue célèbre à cause justement de ce scandale qu'on a rencontré. Et d'ailleurs, je dis souvent que Maria Gleta, c'est un site, un des plus beaux sites que j'ai jamais visité dans le monde, pour 3 raisons. Premièrement, il y a de l'espace dédié au secteur de l'énergie. Deuxièmement, il y a le gazoduc ouest-africain, dont je suis le président du Conseil des ministres, qui débouche sur ce site pour alimenter donc des moteurs et des centrales. Et troisièmement, les infrastructures d'évacuation d'énergie de la communauté électrique du Bénin, ils y sont installés, qui peuvent évacuer jusqu'à 600 MW. Donc, ces 3 éléments importants font de ce site un site vraiment stratégique pour nous, à envier d'ailleurs, et qui nécessite d'ailleurs une protection particulière, etc. Mais par rapport à votre question, ma réponse elle va être simple, c'est qu'au moment où on se parle, il y a une commission d'enquête parlementaire qui est en cours. Donc, je préfère ne pas piétiner sa tâche et ne pas la compliquer. Donc, on laisse la commission avancer et nous faire part donc de ces résultats. Oui. Puis, monsieur le ministre, l'étonnement de beaucoup de vos concitoyens réside dans le fait qu'on vous avait entendu au Parlement. Vous avez dit qu'il n'est pas nécessaire de regarder dans le rétroviseur. Et pourtant, vous dites désormais qu'il y a, en tout cas pour les 120 MW de centrales qui sont donc en train de réaliser, c'est également aussi le site de Maria Gleta. On se demande, est-ce qu'il y a eu rétropédalage? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on regarde finalement dans le rétroviseur, ou bien l'expression n'est pas appropriée selon vous? Je rappelle que le site de Maria Gleta est une localité justement, et non assimilée à ce fiasco technique dont mes concitoyens ont beaucoup souffert. Dans vos propos, ce que je veux simplement dire, c'est que ce gouvernement est résolument décidé à améliorer durablement ce secteur. C'est pour ça qu'il s'est engagé à mettre en œuvre des actions de toutes sortes, dont je viens d'énumérer un certain nombre. C'est cet engagement-là
dont je parlais en disant qu'on est dans le pare-brise pour avancer. Et donc, on laisse de côté, pour ceux qui en ont la responsabilité, de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé par le passé. Donc voilà, ce n'est pas pour prôner l'impunité ou autre, mais c'était pour montrer la dynamique de réalisation, de performance du gouvernement pour très rapidement améliorer ce secteur. Monsieur le ministre, il y a un autre secteur ou un autre fait. Heureusement, cette fois-ci, il n'y a pas une commission parlementaire là-dessus. C'est le dossier, c'est peut-être par anticipation parce qu'on va aborder la question à la SB2E, un dossier de 5000 compteurs sous-scellés actuellement. Oui, sur ce sujet, comme vous avez pu voir, puisque je sais que vous lisez tous les comptes rendus de Conseil des ministres, à moins que vous me dites le contraire, ce sujet a été abordé par le Conseil des ministres et un certain nombre de recommandations ont été donc formulées et mises en œuvre, dont une particulièrement qui est la sollicitation de l'ARMP, qui est l'autorité de régulation des marchés publics, pour faire la lumière sur cette situation, compte tenu de ses responsabilités de régulateur dans le secteur. Donc je vous convie rapidement, si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment, à avoir les conclusions donc, de cette autorité qui fait loi dans le secteur. Monsieur le ministre, toujours sur le site de Maria Agleta, expliquez-nous, on avait dit sous les co-regards, au nombre des 80 MW qui sont implantés, il y avait une petite quantité qui était utilisée. Est-ce qu'actuellement, tous les réacteurs sont donc à l'arrêt ou bien vous utilisez toujours une certaine quantité d'énergie sur ce site? Au moment où on est arrivé, il y avait 0 utilisation. Je dis bien 0. Pour plusieurs raisons. Pour une question de viabilité, par rapport à ma petite recherche que j'ai faite sur la situation. Vous savez que ces moteurs, on était même arrivé à leur faire utiliser ce qu'on appelle le Jet A1, c'est-à-dire le combustible des avions. Donc, et en question de maintenance, ce n'était pas possible. Donc, ce n'était pas du tout viable. Au moment où ce gouvernement est arrivé au pouvoir, ces moteurs n'étaient plus utilisés parce qu'ils n'étaient plus utilisables raisonnablement. Donc, le choix a été fait pour avancer avec de nouveaux projets, ce que nous avons traduit dans les projets court, moyen et long terme. Et nous sommes déjà demain, c'est-à-dire dans le moyen terme, moyen-long terme, avec de nouvelles centrales flambant neuves qui vont sortir ou qui sont en train de sortir de terre. D'accord. La société qui distribue l'énergie au Bénin, je veux parler de la SB2E, il y a également certaines réformes qui vont donc être opérées au niveau de cette société. Monsieur le ministre, à quoi doit-on s'attendre au cours des prochains jours? On parle déjà d'une gestion déléguée, une nouvelle, un peu comme plusieurs autres sociétés étatiques. Vous savez, toute action, je dis bien toute action, ou toute réforme menée notamment dans ce secteur par le gouvernement ne vise qu'un seul objectif. Ne vise qu'un seul objectif, c'est de mieux servir nos concitoyens. Et en matière d'énergie électrique, c'est faire en sorte que l'énergie électrique soit disponible en quantité, en qualité, au moindre coût et à l'heure. Donc toutes les actions concourent à cet objectif-là. Et j'énumérais tout à l'heure les projets phares du gouvernement. Il y a un projet, le 4e notamment, qui concerne la SB2E particulièrement. Donc, notre Société nationale d'énergie électrique, pour laquelle le but du gouvernement est d'en faire une société championne. Championne dans le sens où efficacité technique, efficacité financière, efficacité sociale et, au bout du compte, que les clients, qui sont l'objectif numéro 1 et qui doivent être rois, puissent être satisfaits. C'est pour ça que le gouvernement a décidé, avec l'aide d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers que je salue au passage. Je veux parler des Américains, le Millennium Challenge Account, de l'Union européenne, l'Agence française de développement, la GIZ, et j'en oublie,
les pays, etc., qui nous soutiennent dans cette volonté, y compris évidemment la Banque mondiale, pour qu'on puisse améliorer durablement ce secteur. Par rapport à la SBE, on a mis en place un contrat plan. C'est-à-dire? Un contrat plan, c'est un contrat au terme duquel il y a un engagement réciproque entre l'État et la société sur un certain nombre d'indicateurs de performance, que ce soit indicateurs techniques. Je veux donner par exemple la réduction du taux de perte, la réduction du temps de coupure, etc. Au niveau performance financière, on va assainir le secteur. D'ailleurs, le gouvernement a commencé ce travail l'année dernière, compte tenu de la situation difficile financière que vit cette entreprise. Le gouvernement a décidé, pour un meilleur service à nos concitoyens, d'effacer 18 milliards que l'entreprise devait à l'État une fois qu'on a fait les rapprochements donc, financiers. C'est la totalité de la dette aujourd'hui de la société, ou bien il y a encore une somme? C'est la totalité que l'État doit à la SBE qui a été effacée. D'un autre côté, l'État a décidé qu'on va payer par trimestre, par anticipation, les consommations de l'administration pour faciliter en fait la situation financière. Parce que l'administration aussi, elle doit beaucoup à la SB2E. Mais l'administration, c'est l'État. Justement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'État a décidé de faire en sorte, et c'est d'ailleurs pour ça que le troisième projet phare du gouvernement qui parle de l'efficacité énergétique, etc., est de manière à aider à mieux utiliser cette énergie, à optimiser pour payer le moindre... On a même dit qu'il faudra du solaire parfois pour certains ministères ou certaines institutions publiques. C'est une idée intéressante qui fait son chemin. Donc, j'ai parlé du contrat plan. Donc, vous voyez que ce contrat plan, comme ce qui existe déjà entre l'État et la SONEB, avec une revue du contrat tous les trimestres, pour voir est-ce qu'on avance dans le bon sens par rapport à ces indicateurs-là. C'est à ça qu'on va mesurer leur efficacité, pour voir que ça s'améliore. 2, c'est les finances, donc indicateurs concernant donc, le budget, concernant les dépenses, concernant les résultats, etc., sont suivis et scrutés en bipartite entre l'État et la société d'État, qui est la SBE. Mais c'est aussi cette volonté, vraiment, de faire de ce secteur un secteur qui donne garantie à nos concitoyens, qui donne confiance à tout investisseur. Parce que tout investisseur digne de ce nom, qui veut mettre en place des industries ou autres, a besoin qu'on lui garantisse la fiabilité de l'énergie, la disponibilité de l'énergie et au moindre coût. Donc par rapport à ça, le gouvernement a décidé de ne pas faire dans la demi-mesure, mais d'aller chercher, par appel d'offres internationales, un opérateur du secteur de l'électricité qui, appuyant sur eux, et qui a démontré ses performances dans la gestion d'une entité de ce type, comme la SB2E, d'être recruté, je le dis bien par appel d'offres internationales, pour prendre la gestion par délégation de cette entreprise. Ça se fait, la gestion déléguée, c'est une délégation de cette gestion, mais qui impose que l'entreprise continue à être une entreprise d'État, qui est une entreprise publique. Avec le même personnel. Avec le même personnel. Mais les dirigeants feront partie donc de cette société qu'on aura choisie et qui va, pendant quelques années, 3-4 ans, en fait, conduire sur le chemin de performance qu'on a attendu. Il y aura toujours un DG là-bas. Il y aura un DG qui peut être celui de la société de gestion déléguée, puisque l'objectif, c'est qu'ils conduisent la gestion de l'entreprise en mettant tous les moyens nécessaires pour permettre aux agents de pouvoir, au jour J, être au niveau de performance attendu pour conduire durablement
ce qui est attendu en termes de fiabilité pour ce secteur, pour notre pays. Donc, vous voyez, ce n'est pas une demi-mesure, c'est plutôt faire en sorte que ceux qui ont fait par ailleurs et reconnu qu'on puisse bénéficier de leur expérience pour nous renforcer, pour aller le plus loin possible. Monsieur le ministre, sur la question de la gestion déléguée, une fois encore, le gouvernement a fait cette option, un peu comme plusieurs autres sociétés déjà dans la République, mais la crainte, en dépit de vos assurances sur la préservation des emplois, on sait souvent que c'est ce que disent les nouveaux preneurs d'une entreprise ou bien gestionnaires quand ils viennent. Non, nous allons garantir l'emploi, mais dans la pratique, ça n'est pas souvent le cas. Pour tous les travaux que vous regardez aujourd'hui, qui sont donc au niveau de l'aspect des yeux, est-ce qu'ils peuvent avoir l'assurance que le boulot, le travail sera garanti, monsieur le ministre? Monsieur le journaliste, ce que vous venez de dire ne va pas avec une société d'État qui est mise en gestion déléguée. Ce que vous venez de dire s'apparente à une privatisation. Et ce n'est pas le cas. Ça n'est pas une tendance, par exemple? Non, 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 ce n'est pas le cas. Monsieur le ministre, un privé qui vient peut se mettre à faire des contrôles et, par exemple, on va constater que peut-être ce monsieur recruté sur la base d'un diplôme X n'était pas qualifié pour être là, et puis on va le mettre dehors. La gestion déléguée n'est pas une privatisation. Privatiser, ça veut dire quoi? Une entreprise publique, on vend à un privé qui devient propriétaire de cette entreprise. À partir du moment où il devient propriétaire de cette entreprise, il en dispose. Mais ce n'est pas le cas d'une gestion déléguée. La société continue à être une société d'État. L'État continue à investir dedans. La société délégatrice de la gestion a une durée précise, a un certain nombre d'indicateurs de performance, d'ailleurs sur lesquels elle sera rémunérée. D'accord? Donc si ce n'est pas bon, les résultats, ce n'est pas bon non plus pour elle. Mais vous savez, ça fait partie des discussions contractuelles une fois qu'on aura retenu une société. Parce qu'il faut qu'on puisse mesurer ce sur quoi on va juger l'efficacité de cette délégation de gestion, donc de cette société. Sinon, ça ne sert à rien. Monsieur le ministre, je suis peut-être le délégataire, je viens, je prends en gestion... Félicitations. Je donne juste l'exemple. Je prends en charge la gestion de l'ASB2E. Je sais que je serai rémunéré en fonction d'un contrat, des questions de performance. Est-ce que pour atteindre les objectifs qui sont fixés, je ne suis pas autorisé quand même à faire des réaménagements, un peu comme le disait tout à l'heure Rine Dasekou? Si j'ai peut-être un agent indélicat qui doit m'empêcher, moi, à atteindre mes objectifs, il y a quand même certaine marge de manœuvre qui est donc accordée à ce délégataire pour opérer certains changements, non? L'objectif visé, c'est de rendre cette organisation efficace. D'accord? Si ça nécessite effectivement qu'on développe les compétences de certaines personnes pour atteindre un niveau attendu, ça fait partie du volet social. Si on s'aperçoit que tel individu a peut-être du mal ou souffre dans telle responsabilité qu'on lui a confiée, on peut regarder quel arrangement est possible pour lui donner un nouveau ressort, pour lui permettre d'avancer dans le cadre de cette... peut-être? Pourquoi pas? Il ne sait peut-être pas qu'il y a d'autres opportunités par rapport à ce qu'il fait. On peut lui proposer des choses qui pourront peut-être l'intéresser et changer aussi sa vie, on ne sait jamais, dans le sens positif. On ne peut jamais prévoir qu'est-ce qui peut rencontrer l'assentiment d'un individu, parce que le spectre est tellement large. À la fin des réformes, est-ce que la SB2E va produire de l'énergie avec peut-être des privés et distribuer, ou on va dire peut-être la production c'est une autre entité et elle va se contenter de distribuer? Dans les réformes qui sont prévues, évidemment, il y a une grande réforme, une des grandes réformes que le gouvernement a opérées dans ce secteur, c'est l'évolution du cadre du code béninois togolais, qui va permettre désormais aux producteurs privés de s'installer dans notre pays pour produire. Avec un cadre réglementaire qui les rassure, qui les attire pour qu'ils viennent dans notre pays. N'oubliez pas que le Bénin est la capitale du WAP, du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Donc, cela permet d'avoir d'opportunités diverses de fourniture
d'énergie électrique. D'ailleurs, c'est pour ça que le système d'échange d'énergie électrique OAP est en train de construire à Calavi le centre de gestion de l'énergie sur tout l'ensemble de la CEDEAO, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui va gérer toutes les interconnexions de cet environnement. Et à côté, une salle des marchés qui va permettre d'acheter ou de revendre l'énergie. Et ça, le dispositif que, grâce au gouvernement, on va obtenir à travers l'accord de ratification qui est sur la table de l'Assemblée nationale, et je salue et je remercie au passage les honorables de leur disponibilité à accompagner ce changement pour garantir à notre pays une énergie disponible à l'heure et pas chère. Cette réforme, donc, c'est une réforme qui va impacter positivement notre quotidien, puisqu'elle va permettre en fait aux investisseurs privés de venir s'installer dans notre pays pour rendre l'énergie disponible. Un autre accord de rectification qui va venir aussi cette semaine, c'est l'adhésion du Bénin, comme je vous disais tout à l'heure, à l'Alliance internationale solaire, qui est donc une association qui va regrouper les 122 pays les plus ensoleillés pour pouvoir bénéficier des initiatives dans le domaine solaire, à la fois en termes de projets, mais aussi en termes de transfert, non seulement de compétences, mais aussi de technologies. Ce qui fait que, avec ce gouvernement et avec toutes les initiatives qui sont prises dans le domaine des énergies renouvelables, le solaire n'aura plus jamais la même connotation qu'il n'a eu jusque-là. Vous n'avez pas répondu à la question d'Henri Ndaseko. Quel est l'avenir de la SB2E? Elle va continuer à distribuer ou bien elle va produire désormais l'énergie à l'issue de ces réformes? Je dis qu'il y aura d'autres concurrents. Aujourd'hui, comment ça se passe? La SBE distribue l'énergie achetée, soit auprès de la CEB, soit auprès d'autres producteurs privés, Paras Énergie, ou bien des centrales qui lui appartiennent et qui existent, celles qu'on a réhabilitées notamment. Évidemment, il va y avoir des évolutions par rapport à ces nouveaux entrants qui viendront produire et vendre. Quand il y a un projet de production d'énergie avec des producteurs indépendants, il y a deux accords importants. C'est le contrat de concession ou la convention de concession qui permet à ce producteur indépendant de s'installer sur notre territoire sur un certain nombre de temps par rapport aussi aux tarifs de vente et tout ça, et qui fait l'objet d'un second contrat avec la SBE notamment, qu'on appelle un contrat d'achat d'énergie négocié. Donc, la SBE, effectivement, en tant que distributeur, aura plus d'opportunités et plus de mise en concurrence pour avoir le meilleur tarif d'achat et donc meilleur tarif à proposer. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une révolution en fait dans le secteur de l'énergie qui se prépare avec des éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le centre de gestion qu'on appelle dispatching ouest africain, qui est en train de se construire chez nous, et la salle des marchés, qui va permettre en fait de mettre en concurrence les vendeurs d'énergie, d'électricité, pour pouvoir faire compétir, pour que ceux qui veulent acheter puissent avoir le meilleur tarif. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on prépare notre champion national pour rentrer dans cette nouvelle ère. Et je dirais même plus, même la communauté électrique du Bénin doit aussi travailler dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pour ça que, puisque je suis coprésident du Haut Conseil interétatique de la CEB, qu'une étude est en cours sur l'avenir de la CEB, compte tenu de toutes ces évolutions qui se préparent, tous ces contextes-là, pour que ces entreprises continuent à être dynamiques dans un contexte évolutif et qui soient suffisamment agiles par rapport à la façon dont on les prépare à ça.
Monsieur le ministre, toujours sur la SB2E, qu'est-ce qui justifie, j'allais dire un peu, je ne voudrais pas parler d'acharnement, mais pourquoi un peu cette pression désormais sur les consommateurs à payer une facture désormais? Vous subissez des coupures d'électricité à la maison. Et évidemment, est-ce qu'à l'issue de toutes ces réformes, les Béninois peuvent être rassurés que le prix du kilowattheure ne connaîtra donc pas une certaine ascension? Rien n'est moins sûr, parce que l'électricité a un coût. Et à un moment donné, effectivement, il faut se mettre autour d'une table, que ce soit les consommateurs, que ce soit l'autorité de régulation qui a la responsabilité de défendre aussi le cadre réglementaire, que ce soit les opérateurs, etc., pour voir est-ce que le prix correspond aujourd'hui au prix de revient du produit. C'est commercial. Vous ne pouvez pas vendre une énergie que vous produisez en dessous de votre prix de revient. Mais il faudra aussi un prix qui donne envie aux Béninois d'aller acheter. C'est pour ça, c'est pour ça. Et le président de la République est très vigilant là-dessus. Et il dit, il y a un préalable à toute réflexion de ce type-là, c'est d'abord garantir la disponibilité électrique à nos concitoyens et garantir la qualité. La qualité. S'il n'y a pas ces deux éléments, on ne peut pas discuter de ça. Oui, voilà. Le gouvernement peut décider d'ajouter à ces deux éléments l'accessibilité. De permettre à nos parents à l'intérieur du pays de découvrir aussi mais ça fait partie, les bienfaits de l'électricité. Ça fait partie des actions déjà en cours, puisque le gouvernement a à cœur d'augmenter considérablement le taux d'accès. Il y a un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui sont en cours, notamment des extensions, d'accord, pour supprimer les toiles d'araignée qu'on voit un peu partout, la création de réseaux, de nouveaux réseaux, mais aussi une initiative qui a été lancée il y a quelques semaines à travers un appel d'offres, c'est le hors-réseau. Parce qu'il y a des zones où le réseau conventionnel n'est pas prêt d'arriver demain. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va punir nos concitoyens et les empêcher d'avoir accès à l'énergie électrique. Donc, il y a un grand projet hors réseau, c'est-à-dire en énergie décentralisée, qui a été lancé grâce d'ailleurs au Millennium Challenge Account, et soutenu également par ailleurs, et j'ai eu l'annonce par l'Union européenne. On voit d'ailleurs que cette dynamique dans laquelle on se trouve fait en sorte que les gens viennent, parce que ça les rassure. Et ils veulent soutenir cette nouvelle dynamique et qui est, selon eux, exemplaire. Donc le taux d'accès va augmenter considérablement, surtout à travers l'électrification rurale, et qui ne va pas se reposer simplement sur le fonds d'électrification rurale, mais il y a un certain nombre d'initiatives, je vous en cite un projet par exemple d'électrification de 600 localités en termes d'accès décentralisé, et puis une extension sur l'équivalent de 300 localités qui vont être lancées. Donc autant d'initiatives, il y a les grandes villes, avec toutes les initiatives que vous voyez, mais il y a autant, un foison, je dirais, d'initiatives qui sont prévues pour rendre l'énergie disponible sur toute l'étendue du territoire. Pour ce sujet-là, je tiens à vous rappeler que, et ça, c'est une première, nous avons réalisé, le gouvernement a réalisé, je dirais, un plan stratégique de l'évolution du réseau de notre pays jusqu'à l'horizon 2035. Ce qu'il faut noter, c'est que ce gouvernement ne veut plus courir après la demande, que nos concitoyens courent après cette demande. Mais on veut donner de la visibilité à travers la vision. C'est ce que font les grands pays. Et le Bénin se veut être un pays grand. Est-ce que la SB2E aura les moyens de suivre ce rythme-là et faire en sorte que cette grandeur voulue pour notre pays par le président de la République soit au rendez-vous. Et toutes les initiatives que nous prenons, que je viens de vous citer, notamment au niveau de la SBE, sont de nature à l'amener prêt avec l'agilité nécessaire à ce rendez-vous. Et d'ici 30 ans, on sera à combien de mégawatts garantis pour le Bénin?
Selon les prévisions... Si les régimes qui se succèdent font comme vous. Il y a beaucoup de si. Hein. Avec les si, on peut mettre Cotonou, Porto dans une bouteille. Bon, ce qu'il faut noter, sans vous donner de chiffres exacts par rapport à ça, c'est que nous avons un taux de progression aujourd'hui qui avoisine les 8-10% annuels, qui tient compte donc du développement économique, de l'évolution démographique, etc. Mais ce taux est appelé à augmenter très rapidement du fait des actions du plan d'action du gouvernement, dans tous les sens du terme, et qui nous amène aujourd'hui les premières prévisions pour 2021-22 sont autour de 350-400. En 2025, on sera autour de, disons, 450-500 MW, sans compter en fait des structures décentralisées qui sont aussi des puissances aussi à comptabiliser, mais qui ne sont pas dans le lot des centrales produisant pour le réseau conventionnel. Donc, en fait, on a cette visibilité-là qui va évoluer au fil du temps et réactualiser en fonction donc, des éléments majeurs constitutifs de ces prévisions. D'accord. Alors, monsieur le ministre, les Béninois sont très friands des dates, des échéances que vous donnez. Vous avez donné fin 2019, fin premier trimestre de 2019, on aura des centrales qui sont inaugurées. Est-ce que vous certifiez ces échéances sur cette émission? Vous donnez l'assurance pour qu'on puisse vous prendre au mot si éventuellement les résultats ne suivaient pas, monsieur le ministre? J'appartiens à un gouvernement que j'aime bien caractériser de gouvernement de combat. Parce qu'il y a des combatifs dedans qui font tout pour que le plan d'action du gouvernement soit une réalité. Et vous voyez d'ailleurs qu'à travers un certain nombre d'actions concrètes dans tous les secteurs, je ne parle pas là que de l'énergie, il y a des développements qui sont en cours, au-delà des études. Ce qui me fait d'ailleurs dire que nous sommes rentrés déjà dans l'ère de la concrétisation du PAG et non plus la vulgarisation du PAG. C'est concret, vous voyez qu'on a un pays en chantier. Et si je reviens dans le secteur de l'énergie, j'ai été visiter la nouvelle centrale en construction de 120 MW, qui est aujourd'hui, en moins de... Je suis passé donc 2 mois avant. En l'espace de 2 mois, on est déjà à entre 20 et 25% de taux d'exécution physique. Qui dit mieux? Je peux vous certifier, compte tenu de l'engagement du chef de l'État, de l'engagement de ce gouvernement, que ces projets ne seront pas des éléphants blancs. 1. 2. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour inaugurer ces centrales. Grâce à Dieu, ça se fera. Et tous les autres tours, c'est à ça que nous travaillons tous les jours, que Dieu fait, pour que ces éléments dont nos concitoyens ont besoin pour être assurés, dont les industriels, les investisseurs ont besoin pour venir massivement dans notre pays, pour faire en sorte que ce pays, le Bénin, soit un pays révélé aux yeux du monde, il nous faut effectivement qu'on fasse ce qu'on a dit et qu'on montre qu'on a fait ce qu'on a dit. C'est à ça que nous travaillons et sans détour, je peux vous dire, ces réalisations seront au rendez-vous et je vous donne rendez-vous pour que, en face de nos concitoyens, qu'on puisse les prendre à témoin l'année prochaine pour vous les présenter. Monsieur le ministre, la couverture en électricité en milieu urbain, c'est entre 50 et 55% de couverture, peut-être 6-7% en milieu rural d'ici 2021-2022. Avec les efforts que vous avez évoqués, on sera à combien à peu près? À quel taux de couverture? Alors les taux que vous venez de donner, effectivement, vous voyez, c'est des taux faibles. Mais malheureusement, à l'image de ce qui se fait en Afrique subsaharienne. La volonté de ce gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il y ait un réel changement. Ces taux que vous avez énoncés, c'est des taux qu'on a obtenus depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Si vous divisez par presque 60 ans,
vous voyez ce que ça donne annuellement. 6% sur 40 ans. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que ces taux vont s'améliorer de manière significative et tous les projets que je viens d'énumérer sont de nature, mais de manière jamais égalée dans notre pays, à montrer qu'il y a quelque chose qui se fait dans notre pays au secteur de l'énergie qui sera un soutien pour tous les autres secteurs. L'énergie au côté rural, à travers les actions d'électrification rurale, on va d'ici à la fin de ce quinquennat doubler au moins ce taux. Et au niveau des villes, ça va augmenter très rapidement puisque déjà il y a des projets qu'on commence à déployer pour aller dans ce sens. Donc je crois que je peux vous rassurer que l'engagement de ce gouvernement est de faire en sorte que, à travers, au-delà plutôt de ce que nos concitoyens vont voir et vivre, il y aura des chiffres qui viendront conforter ça et ces éléments concrets prendront la place de la parole. Votre mot de fin, ben, vous allez peut-être profiter de nous dire un mot sur le projet gazoduc, monsieur le ministre. C'est enterré totalement pour le Bénin? Le projet gazoduc, oui, lequel dont on avait le projet gazoduc d'Afrique. Ouest africain, oui. S'il y a un autre qui a démarré. Là, écoutez, je vous parle à double titre, non seulement en tant que ministre de l'Énergie, mais aussi je suis le ministre donc, du Conseil des ministres du gazoduc ouest africain. C'est un projet qui existe bel et bien, qui part du Nigeria pour arriver au Ghana. Et qui a eu des déboires de par des sabotages au Nigeria les années passées par rapport à l'approvisionnement en gaz. Mais tout ça est en train de s'améliorer. J'avais eu l'autorisation du chef de l'État pour me rendre au siège de l'autorité du gazoduc ouest-africain en tant que président du Conseil des ministres. Et j'ai pu rencontrer également le ministre donc, des Ressources pétrolières qui est en charge du gaz pour faire un point donc, du gazoduc, pour lequel j'ai 3 objectifs. Quand j'ai pris la tête de cette organisation au mois de décembre dernier, premièrement, c'est de tout faire pour garantir la disponibilité des molécules, comme on dit, du gaz dans ce tuyau-là, puisque ça alimente Maria Gleta. La CEB a une turbine de 20 MW là, qui est alimentée par ce gaz. Deuxièmement, assainir les finances de cette institution. Et troisièmement, préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est aussi garantir son expansion jusque, je dirais, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Et pourquoi pas remonter les terres pour aller dans les pays qui sont donc sahéliens. D'accord. Vous allez conclure, on a véritablement fini, monsieur le ministre. Déjà, je vous remercie de donner cette opportunité pour présenter ces 2 ans du gouvernement où beaucoup de choses se sont faites. On a fait en 2 ans ce qu'on n'a jamais fait dans ce pays, avec des exemples concrets. Une centrale de 120 MW qui est en train de sortir de terre et qui sera opérationnelle l'année prochaine. Des réformes extraordinaires qui vont changer le secteur durablement et définitivement. Je veux aussi noter des actions urgentes que le gouvernement a mis en place dans les premiers 6 mois de son avènement qui ont changé définitivement la vision qu'on a du secteur puisque le délestage est définitivement conjugué au passé. Je vais noter également que le niveau d'investissement de ce secteur, je vous ai donné un chiffre tout à l'heure, prévu sur ce quinquennat de 761 milliards, est du jamais vu également dans ce secteur. Et toutes les initiatives, et je remercie au passage des partenaires techniques et financiers qui concourent à renforcer ce dynamisme du gouvernement, cet élan, ce nouvel élan doit nous permettre de définitivement obtenir un pays où l'énergie va, en tant que socle, être disponible, faire en sorte de rassurer les investisseurs pour revenir. En 2 ans, nous avons fait tout ceci. Je remercie vraiment au passage le chef de l'État parce que son leadership a été particulièrement pour ce secteur. On dirait qu'il avait fait déjà même de l'énergie avant. Et qui est un des éléments qui font de moi, comme je vous disais, un ministre heureux. Mais avec tout ce qui a été fait en 2 ans, qui est énorme, on a encore d'autres chantiers
notamment sur les réseaux, notamment sur la construction des autres centrales qui sont aussi déjà en route. Ce qui veut dire, et il faut le noter, et c'est aussi historique, sans démagogie, c'est aussi historique, une première dans notre pays, en 2020-21, on va pouvoir avoir dans ce pays l'équivalent de 400 mégawatts minimum disponibles. Hein, sans compter toutes les actions de diversification qu'on est en train de faire. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que les astres sont alignés et que si le gouvernement du nouveau départ ne réussit pas à transformer définitivement et durablement et positivement ce secteur au service des bénéfices du développement économique de ce pays et de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, on aura raté quelque chose. Mais avec le président Talon, je ne suis pas sûr qu'on ratera le coach parce qu'il y veillera. Merci à vous, monsieur le ministre. Donnant Jean-Claude Oussou, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Énergie. Vous étiez donc sur ce plateau pour aborder les différentes réformes engagées par votre ministère depuis que vous êtes à la tête justement de ce portefeuille il y a 2 ans. C'est un Jean-Claude Oussou très confiant que nous avons d'ailleurs vu sur ce plateau. Vous avez d'ailleurs certifié les dates, les échéances que vous nous donnez. Rendez-vous en 2019 pour l'inauguration des premières centrales au Bénin. Merci à vous, merci pour toutes ces précisions. Henri Ndasekou, merci. Merci. Chers téléspectateurs, merci également de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de vos télévisions. Au revoir.